les acteurs et les organismes de la prévention. L'employeur est le seul responsable de la santé et de la sécurité au sein de l'entreprise, mais il peut toutefois déléguer la mise en œuvre d'actions de prévention et de protection à un personnel spécialiste. En outre, diverses personnes et instances de l'entreprise contribuent à la protection de la santé et de la sécurité et à l'amélioration des conditions de travail. 1. Les acteurs de la prévention interne à l'entreprise. Selon l'article L. 4644-1 du Code du travail, il revient à l'employeur de désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels PPRP de l'entreprise. Protection et prévention des risques professionnels PPRP. Ce personnel est un technicien, un ingénieur sécurité ou un salarié ayant reçu une formation. En l'absence de personnel apte à assurer cette fonction, l'employeur peut faire appel à un intervenant des services de santé au travail. Le salarié compétent assiste l'employeur dans la mise en place de la politique de santé et sécurité au travail, sans toutefois l'exonérer de sa responsabilité vis-à-vis des salariés. A. Le comité social et économique, CSE. 1. Présentation du CSE. Les entreprises de plus de 11 salariés sont tenues de se doter d'une instance, le comité social et économique composé de l'employeur et une délégation élue du personnel. L'effectif de l'entreprise est apprécié au cours des 12 derniers mois. Dès que l'effectif de 11 salariés n'est plus atteint pendant 12 mois consécutifs, le CSE est supprimé. Le CSE est doté de la personnalité juridique même dans les entreprises de moins de 50 salariés. Le représentant syndical au CSE dans les entreprises de plus de 50 salariés dispose d'heures de délégation. Les listes électorales doivent être paritaires hommes-femmes. De plus, le CSE doit être informé chaque trimestre de l'évolution de l'emploi et des qualifications par sexe. À la suite d'un procès verbal de carence, il faut attendre 6 mois pour présenter une nouvelle demande d'élection. Les modalités de fonctionnement du CSE sont négociables par voie d'accord collectif. Son budget de fonctionnement est fixé à 0,20% de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à 2000 salariés. Il passe à 0,22% pour les entreprises dépassant les 2000 salariés. Le financement d'experts mandatés par le CSE dans les entreprises atteignant 50 salariés doit faire l'objectif d'un cofinancement à hauteur de 20% par le CSE. Ce n'est pas le cas quand l'expert intervient pour un PSE, plan social et économique. 2. Le contrôle du CSE dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 49 salariés. La délégation du personnel au CSE est dotée des attributions préalablement confiées aux délégués du personnel. Réclamation des salariés, intermédiaire avec l'inspection du travail. L'employeur est tenu d'informer et de consulter le CSE sur toutes les questions relatives aux conditions de travail. À la sécurité et à l'emploi dans l'entreprise. 3. Les rôles du CSE dans les entreprises dont l'effectif est d'au moins 50 salariés. Article L. 2312-8 du Code du travail. Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leur intérêt dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail et à la formation professionnelle et aux techniques de production. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur 1. Les mesures de la nature à affecter le volume ou la structure des effectifs. 2. La modification de son organisation économique ou juridique. 3. Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle. 4. L'introduction de nouvelles technologies. Tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. 5. Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives ou des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins 50 salariés exerce également les attributions prévues à la section 2. Alors, le CSE doit être réuni au moins 6 fois par an. Un accord d'entreprise majoritaire ou, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, un vote à la majorité des membres du CSE peut définir les modalités de son organisation, notamment en ce qui concerne les consultations ponctuelles du CSE, afin de les adapter aux particularités de l'entreprise. La loi prévoit une consultation annuelle récurrente sur les 3 grandes thématiques, à savoir les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique et financière de l'entreprise, la politique sociale de l'entreprise, les conditions de l'emploi
de travail et d'emploi. Préalablement à toute consultation, il doit être informé dans des délais suffisants. De manière permanente, il dispose d'une base de données économiques et sociales constamment mise à jour et composant toutes les informations relatives à l'entreprise. Égalité homme-femme, évolution de l'emploi, etc. Article L. 2312-36 du Code du travail. En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, une base de données économiques et sociales mise régulièrement à jour rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique. Les bases de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d'entreprise et aux délégués syndicaux. Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants. 1. Investissement. Investissement social. Emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel. Formation professionnelle. Évolution professionnelle et conditions de travail. Investissement matériel et immatériel. Et pour les sociétés mentionnées au 1 et 2 de l'article L 225-102-1 du Code du commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du 3 du même article. 2. Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l'entreprise, diagnostic et analyse de la situation comparée des hommes et des femmes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaire et de déroulement de carrière en fonction de l'âge et de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métier dans l'entreprise par des femmes et des hommes dans le conseil d'administration. 3. Fonds propres et endettement. 4. Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et des dirigeants. 5. Inactivité sociale et culturelle. 6. Rémunération des financeurs. 7. Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aide publique et crédit d'impôt. 8. Sous-traitance. 9. Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers dans les entités du groupe. Ces informations portent sur les 2 années précédentes et l'année en cours et intègrent les perspectives sur les 3 années suivantes. Le contenu de ces informations ainsi que les modalités de fonctionnement de la base sont déterminés par un décret en Conseil d'État. Le contenu pouvant varier selon que l'effectif de l'entreprise est inférieur ou égal à 300 salariés, inférieur ou au moins égal à 300 salariés. Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d'entreprise et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. Composition du CSE et crédit d'heures. Effectif de l'entreprise 1 à 24, nombre de titulaires 1, nombre mensuel d'heures de délégation par membre 10, total des heures de délégation 10, etc. Donc globalement on a un tableau. 4. L'adaptation du CSE à certaines situations. En cas de pluralité d'établissements, seront mis en place des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise. De plus, si l'environnement économique le justifie en raison de la situation commune d'entreprises distinctes d'une même zone, il peut être mis en place un CSE inter-entreprise résultant d'un accord collectif inter-entreprise. B. Le conseil d'entreprise. Il est possible, au lieu et place du CSE, de doter l'entreprise d'un conseil d'entreprise. En présence de délégués syndicaux dans l'entreprise, cette mise en place sera réalisée par l'accord collectif majoritaire. En l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, cette mise en place pourra découler d'un accord de branche étendu. Cette instance sera compétente non seulement pour les attributions du CSE, mais aussi pour négocier et conclure les accords collectifs dans l'entreprise. S'il est mis en place, le conseil d'entreprise sera le seul à même à négocier ces accords, à l'exception d'un plan de sauvegarde de l'emploi et du protocole préélectoral. Le conseil d'entreprise prendra non seulement les représentants élus, mais aussi les délégués syndicaux de l'entreprise. Dans l'accord qui instaure le conseil d'entreprise seront précisés les sujets pour lesquels il faudra l'avis conforme du conseil d'entreprise. Il conviendra donc d'établir une liste des thèmes pour lesquels une procédure de codécision sera requise, le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres du conseil, les modalités de négociation et des accords. C'est la commission santé, sécurité et conditions de travail. Commission santé, sécurité et conditions de travail, donc CSSCT, bien que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, commission d'hygiène, sécurité et des conditions de travail, CHSCT, fasse désormais partie du CSE, il a été décidé de maintenir une instance spécialisée, la commission santé, sécurité et conditions de travail, CSSCT, dans le cas suivant. Une entreprise d'au moins 300 salariés.
Les installations classées Seveso, site industriel à risque d'au moins 50 salariés. Les installations nucléaires de base, INB. Installation de stockage souterrain, mines et gîtes géothermiques, entreprises de plus de 50 salariés. Les entreprises non comprises dans ces trois catégories, mais pour lesquelles l'inspection du travail estime qu'une CSSCT doit être créée en raison de certains risques. La CSSCT sera dotée des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE. Elle est présidée par l'employeur et doit comporter au moins 3 membres représentant le personnel désigné par le CSE parmi ses membres pour une durée égale à celle du mandat des membres du CSE. 2. Les acteurs de la prévention extérieure à l'entreprise. Le service de santé au travail a un rôle préventif. Les médecins du travail constituent des équipes afin de remplir plusieurs missions comme les conseils et actions en entreprise. A. Le médecin du travail. D'après l'article L. 4622-3 du Code du travail, ancien article L. 241-2, alinéa 1, le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé. B. La caisse d'assurance retraite et de santé au travail, CARSAT. Par ses actions de conseil et de contrôle en entreprise, la CARSAT joue un rôle d'assureur des risques professionnels. Elle a pour mission de réduire le nombre et la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles et de participer à l'amélioration des conditions de travail dans les entreprises à travers différents moyens d'action. Les interventions directes sur les lieux de travail. Des actions collectives auprès des branches professionnelles. La conception de dispositifs d'évaluation et de prévention, une offre de formation, la diffusion de bonnes pratiques. Elle propose également des aides financières pour soutenir le développement de la prévention dans les entreprises. L'accompagnement des entreprises sur le thème de la prévention est assuré par des ingénieurs conseils et des contrôleurs de sécurité. Pour ce faire, les ingénieurs et contrôleurs de la CARSAT ont un droit d'entrée, de visite et d'enquête dans les établissements et sur les chantiers. Pour cela, la CARSAT dispose de 3 types de moyens. Moyens techniques. Les techniciens en prévention peuvent pénétrer dans les entreprises, effectuer des enquêtes en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, mais aussi des études techniques pour des actions de formation pour l'employeur et les salariés. Des moyens réglementaires. La CARSAT peut inviter l'employeur à prendre des mesures de prévention ou faire adopter des dispositions applicables à l'ensemble des employeurs exerçant une même activité. Des moyens incitatifs. En cas de risque grave ou de carence au niveau de la sécurité, la CARSAT peut augmenter les cotisations ou inversement les diminuer en cas d'effort particulier dans la prévention des risques professionnels. L'inspection du travail, le C. L'inspection du travail est une instance publique qui est chargée de veiller à ce que le droit du travail soit bien respecté dans toutes les entreprises. Il ne faut surtout pas confondre cette instance avec le Conseil des prud'hommes qui, lui, est chargé de gérer les conflits entre employeurs et salariés au niveau du contrat de travail et du lien de subordination. L'inspection du travail, sous la responsabilité du ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, est composée d'inspecteurs et de contrôleurs dont la mission est d'assurer que les conditions de travail des salariés sont les meilleures possibles. Mais ils ont également d'autres missions. L'inspection du travail est composée de plusieurs organismes. La Direction générale du travail, DGT, cet organisme a pour mission d'améliorer les relations de travail et les conditions de travail dans les entreprises. Le Conseil national de l'inspection du travail, Conseil national de l'inspection du travail, CNIT, cet organisme a pour mission de veiller à ce que toutes les interventions des agents et contrôleurs de l'inspection du travail soient réalisées en toute impartialité. La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi, la directe. Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi, la directe. En ce qui concerne le travail et l'emploi, cet organisme a pour rôle, entre autres, de veiller à la bonne application de la législation du travail, des conditions de travail et de la santé au travail et des relations sociales au sein de l'entreprise. 1. Le rôle de l'inspection du travail. La mission de l'inspection du travail sont très nombreuses. En effet, elle est chargée de vérifier que les bonnes conditions de travail existent dans l'entreprise, faciliter le dialogue social dans l'entreprise en ayant un rôle de conseil, de médiateur et de conciliateur. Vérifier que le contenu des conventions collectives est bien respecté, et ce pour tous les salariés. Contrôler le respect de toutes les normes, prévenir toutes sortes d'abus, discrimination, harcèlement, etc. Vérifier que tous les documents, comme le registre unique du personnel, document qui doit être actualisé à chaque entrée ou sortie du personnel, soient bien à jour et ne présentent aucune anomalie. Intervenir en cas de licenciement d'un salarié protégé, syndicaliste, délégué du personnel, etc. Les inspecteurs et contrôleurs du travail ont pour mission de contrôler l'application du droit du travail, des conventions collectives, du règlement intérieur des entreprises, et ceci dans le domaine de la sécurité, de la santé et de la durée du travail.
des conditions de travail et du fonctionnement du comité social et économique, CSE. Ils ont également pour mission de constater toutes les infractions commises dans les entreprises en matière de harcèlement moral ou sexuel et de discrimination de toutes sortes. Le travail dissimulé, appelé également travail illégal, consiste pour une entreprise à ne pas déclarer un salarié ou un travail, ce qui lui permet de ne pas payer les charges sociales correspondantes. Par conséquent, le salarié, lui, n'est pas protégé et se voit privé de ses droits. C'est la mission des agents de l'URSSAF, Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, de contrôler le travail dissimulé. 2. L'intervention de l'inspection du travail. L'entreprise est tenue de faire appel à l'inspection du travail lors de la rédaction ou de la modification du règlement intérieur de l'entreprise, lors de la modification de la durée maximale du temps de travail, lors d'un conflit entre employeur et un salarié, lorsque les règles en ce qui concerne les conditions et la durée du travail, les conditions de santé ou de sécurité du travail ne sont pas respectées, abord d'alcool sur le lieu de travail par exemple. Si un non-respect de l'interdiction de fumer dans les locaux a été constaté, etc. 3. Les différents moyens d'action et de l'inspection du travail. L'inspection du travail a le droit d'intervenir dans une entreprise de jour comme de nuit. Elle peut effectuer des prélèvements de matières utilisées ou fabriquées par l'entreprise afin de les analyser pour en déterminer la conformité, vérifier l'état du matériel et des installations générales. Visiter une entreprise de façon impromptue. C'est-à-dire sans en avoir informé préalablement les responsables, demander aux salariés de justifier de leur identité dans le but d'éviter le travail dissimulé, mener des enquêtes auprès des salariés de l'entreprise. Les employeurs ne doivent en aucun cas empêcher un inspecteur ou un contrôleur de l'inspection du travail d'effectuer son travail, d'enquêter, de visiter l'entreprise, de contrôler les documents et registres obligatoires. Si un employeur avait un tel comportement, il serait passible d'être sanctionné pénalement d'emprisonnement et d'amende. 4. Les mesures prises par l'inspection du travail. L'inspection du travail, par le biais des inspecteurs et contrôleurs, a obligation de constater toutes les infractions relevées lors de la visite d'une entreprise en rédigeant des procès-verbaux. Elle doit adresser ensuite ces procès-verbaux au procureur de la République, au préfet et à l'employeur. C'est le cas par exemple quand l'inspection du travail décide de stopper l'activité d'une entreprise lorsque celle-ci semble dangereuse pour ses salariés. Elle peut également, si le besoin s'en fait sentir, saisir le juge compétent. Il peut s'agir, dans le cas moins grave, d'une mise en demeure de corriger toutes les infractions relevées. Dans ce cas, l'inspection du travail peut demander à l'employeur de remettre en état du matériel ou des installations jugées dangereuses, rappeler des réglementations, lois, articles ou du règlement intérieur ou de la convention collective. L'employeur comme le salarié peuvent prendre contact avec l'inspection du travail en cas de problème.